Bonsoir, la belle aventure continue pour le Ville de Paris. Le voilier de Marc Pajot vogue allègrement vers les demi-finales de la Coupe de l'Amérique à San Diego. Mais les Français devront affronter auparavant, c'est-à-dire ce soir, les talentueux Italiens d'Il Moro di Venezia. Rémi Dudicelli. La tranquille assurance de Ville de Paris hier sur le plan d'eau de San Diego. Beaucoup plus rapide en navigation au près que son adversaire Challenge Australia, le bateau de Marc Pajot va confortablement assurer une nouvelle victoire à l'issue de cette régate. Plus de 12 minutes d'avance sur la ligne d'arrivée et les portes des demi-finales pratiquement grandes ouvertes pour l'équipage français. Le Ville de Paris n'a plus désormais que 3 manches à disputer avant dimanche soir, date à laquelle seront connus les 4 bateaux qualifiés pour les demi-finales. En haut du classement, aucun problème pour Nippon et New Zealand, les équipages japonais et néo-zélandais, premiers ex-aequo. Mais la lutte pour la 3e place s'annonce passionnante entre les Français et le voilier italien Il Moro di Venezia, opposés dès ce soir dans une régate de prestige. La constatation qu'on peut faire, c'est qu'ils ont perdu contre les Japonais, qu'ils ont perdu contre les Néo-Zélandais et qu'ils vont donc avoir faim contre nous. Et ça va peut-être faire une régate d'autant plus difficile parce que je crois qu'au niveau psychologique, il est clair qu'une 3e défaite dans ce round robin les mettrait dans une position très inconfortable à partir du moment où c'était sans doute l'équipe favorite au début de la compétition. Terminer la première phase à la 4e place, je crois que ça serait très mauvais pour eux. Largement dominés hier soir par les Néo-Zélandais, les Italiens voudront redorer leur blason face aux navigateurs français. Mais Pajot et les siens croient plus que jamais en leur bonne étoile et le Ville de Paris, qui n'a cessé de progresser depuis le début de la compétition, peut désormais rivaliser avec les meilleurs. On va rester en haute mer pendant quelques minutes, mais dans un registre différent. La politique, ça tangue en Provence pour la majorité présidentielle qui a du mal à rattraper son retard sur ses adversaires. Et notamment sur le Front National, l'extrême droite continue de progresser. Le dernier sondage BVA l'atteste. Laurence Bobillier. Les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, les 3 grands départements de la région. Dans les Bouches-du-Rhône, avec 20,5% des intentions de vote, la liste de Bernard Tapie baisse légèrement par rapport à la dernière enquête BVA effectuée il y a 15 jours. Jean-Claude Gaudin reste en tête et se maintient à 26%, talonné par la liste du Front National, crédité de 25%. Le Parti communiste, en légère progression, atteint 13,5%, 6% pour les écologistes version Brice-Lalonde, suivi des Verts d'Antoine Wechter qui perdent 1 point. Dans les Alpes-Maritimes, la liste Énergie Sud de Léon Schwarzenberg remonte légèrement, mais ne dépasse pas 14,5%. L'UDF et le RPR reculent d'1 point, 30% des intentions de vote, tout juste devant Jean-Marie Le Pen, qui lui progresse et atteint 29,5%. Enfin, le PC est en hausse, plus 1, et les écologistes en baisse, moins 2. Et dans le Var, début de campagne raté pour le candidat de Bernard Tapie, Daniel Echter, qui perd plus de 9 points et fait beaucoup moins bien que la liste du Parti socialiste menée par Maurice Janetti, crédité de 11%. Avec 32%, l'opposition perd 1 point et le Front National se maintient à 26%. Le Parti communiste obtient 10%, Génération Écologie en recule 4% et les Verts en légère progression atteignent 6,5%. Et Jean-Claude Gaudin, fort de ses bons sondages, n'éprouve plus le besoin de débattre avec Bernard Tapie. Christian Mez. François Léotard, venu en voisin hier soir à Marseille soutenir Jean-Claude Gaudin, l'homme à l'accent vrai, pour son premier grand meeting, cela donnait... Pour ma part, ce que je commanderai le 22 mars, c'est simple, un Gaudin, sinon rien. Jean-Claude Gaudin, lui, avait choisi de s'attaquer directement à ses adversaires. Jean-Marie Le Pen, d'abord, qu'il présente comme son véritable adversaire et dont il dénonce le programme d'exclusion et de régression sociale, mais aussi et peut-être surtout Bernard Tapie, auquel il avait réservé les plus nombreuses et les plus acérées de ses flèches. Je renvoie M. Tapie à ce qu'il disait lui-même il y a quelques semaines. Nous ne jouons pas dans la même division, disait-il en parlant de moi. Alors aujourd'hui, il est très loin derrière dans les sondages. Alors moi, je ne débats pas avec une demi-portion électorale. Jean-Claude Gaudin confiant, tous les sondages le placent en tête, cherche en effet à creuser l'écart avec ses concurrents pour tenter d'obtenir la majorité relative la plus confortable possible au sein du futur Conseil régional. Mais Bernard Tapie en difficulté a droit à un coup de main du gouvernement en la personne de Pierre Bérégovoy. Le ministre des Finances est déplacé à Marseille pour annoncer en présence d'un Tapie souriant
la réouverture possible des chantiers navals de la Ciotat. Cette éventualité devrait aider également les ministres candidats de la nouvelle génération, Jean-Louis Bianco et Elisabeth Guigou, qui se démènent comme de beaux diables pour s'imposer dans leur département. Reportage de Jérôme Catala et Marc Doux. Dans la formation Énergie Sud, un seul chef d'orchestre, Bernard Tapie, et une seule partition pour tous ses candidats, même si les solistes l'interprètent chacun à leur façon. Ministres à Paris et candidats dans leur département, Elisabeth Guigou et Jean-Louis Bianco font ainsi entendre leurs différences, car pour eux, cette campagne électorale est une première. Plutôt habitué aux négociations internationales, le ministre des Affaires européennes passe ses journées à serrer des mains sur les marchés du Vaucluse ou à visiter les entreprises, bref, à tenter de convaincre. Pas toujours facile quand on est néophyte en politique et qu'on appartient au gouvernement. Moi, je ne fais pas de promesses et je leur dis, j'ai une méthode que j'ai expérimentée, qui a marché au niveau européen. Je sais ce que c'est que de se mettre autour d'une table, de faire une négociation. Eh bien, écoutez, ça ne doit pas être quand même beaucoup plus compliqué de faire travailler ensemble des Vauclusiens que de faire travailler ensemble des Anglais, des Allemands, des Grecs, des Français, des Danois, voilà. Jean-Louis Bianco, lui, joue sur son implantation dans les Alpes de Haute-Provence. Avant d'être appelé à l'Élysée par son ami Jacques Attali en 81, il travaillait ici pour le compte du syndicat intercommunal de la vallée de la Durance. Aujourd'hui, le ministre des Affaires sociales brigue un mandat régional, mais surtout la présidence du Conseil général. Entre des meetings électoraux classiques et des micro-réunions, le candidat Bianco cherche à se forger un style de campagne plus personnel. Je ne suis pas un fanatique du serrage de main. Je crois dire que les Français commencent à en avoir un petit peu assez. Vous savez, le coup, on serre la main comme ça, puis on regarde de l'autre côté. Bon, c'est un peu passé de mode, heureusement. Mais enfin, il faut être présent, il faut que les gens vous voient, il faut qu'ils puissent vous parler. C'est vrai que toucher la main, comme on dit, d'un ministre, c'est très important. Et aussi parce qu'un ministre, dans un département comme celui-là, on espère que ça défendra mieux le département. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Bref, Elisabeth Guigou et Jean-Louis Bianco veulent apparaître comme des hommes politiques nouveaux et tentent d'apporter une note personnelle dans le concert républicain. Le Front National entretient des contacts avec les néo-nazis allemands. C'est ce qu'affirme l'hebdomadaire allemand Stern, avec preuve à l'appui, c'est-à-dire une photo montrant ensemble Ivan Blo, député européen du Front National, et Ewald Altans, un leader néo-nazi qui considère Adolf Hitler comme un héros. Cette information nous est parvenue au moment même où Jean-Marie Le Pen tentait de séduire cet après-midi la presse internationale. Reportage de Charles Sanviti et Georges Minangua. Jean-Marie Le Pen, sans frontières, trop à l'étroit avec la presse hexagonale, aujourd'hui il convie médias internationaux et corps diplomatiques à l'écouter. Attendu, son Excellence l'ambassadeur birman, le délégué général du Québec, présenté comme ambassadeur du Québec. Suivent 45 minutes d'exposé, s'estimant victime du complot politico-médiatique, le président du Front National veut offrir son meilleur visage. J'affirme que je n'ai jamais été condamné pénalement. Jamais condamné pénalement, ni pour racisme, ni pour antisémitisme. Restent les condamnations civiles, celle du point de détail. Là encore, pour Jean-Marie Le Pen, c'est son procès en sorcellerie qui est instruit. Également champion du pardon, pour lui, la prescription s'applique à toutes les dérives du passé. Le Front National se veut le parti de la réconciliation française. Et je rappelle une règle que vous semblez oublier, c'est la prescription trentenaire, de façon à éviter que ne s'établissent au cours des générations des vendettas interminables. Bref, les bras ouverts, Jean-Marie Le Pen prêt à accueillir sans exclusive toutes les bonnes volontés. En somme, table rase du passé. Un effort pour le bâtiment, un gros effort décidé par le gouvernement et annoncé cet après-midi par Edith Cresson et Paul Quilles. Leur intention, nous l'avons compris, créer des emplois. Reste à trouver le financement. Marie-Hélène Tichou. Paquet cadeau de Paul Quilles, il a fallu une demi-heure au ministre de l'Équipement pour le décrire. En fait, c'est un dispositif pour relancer le bâtiment, la construction des routes et le développer les transports collectifs. Dans le secteur du logement, ce dispositif comprend 7 mesures qui prévoient en particulier de faciliter l'accession au logement. Exemple, pour le plan d'épargne logement, la durée passe de 5 à 4 ans et le plafond des prêts est relevé de 400 à 600 000 francs. Sont prévues aussi des incitations fiscales pour aider les propriétaires qui décident de réhabiliter leur logement.
Dans le secteur du transport, 1 milliard est débloqué pour l'amélioration du réseau routier et des transports collectifs. Pour le gouvernement, ce dispositif devrait aider le secteur du bâtiment et des travaux publics, un secteur clé pour l'emploi. C'est un signal clair qui est donné à un secteur qui connaît aujourd'hui un certain ralentissement de son activité et qui peut créer rapidement des emplois. Le gouvernement table sur la création de 50 000 emplois sur un an. Reste la question du financement d'une partie de ce dispositif et là, la réponse est plutôt évasive. Mais pour plus de précision sur certaines de ces mesures, je suis sûr que vous adresserez à la rue de Bercy qui vous donnera des détails précis. Je pense notamment en ce qui concerne l'épargne logement, auquel M. Bérégovoy a eu l'occasion de s'exprimer. Mais globalement, il ne doit pas y avoir d'accentuation du déficit budgétaire. Arbitrage délicat, il va bien falloir que Pierre Bérégovoy déshabille quelqu'un pour pouvoir habiller Paul Quilès. La vie politique italienne est agitée et dangereuse en ce moment à Palerme. Un député européen, Salvo Lima, leader des démocrates chrétiens de Sicile, a été abattu à bout portant par 2 motocyclistes. Pour les enquêteurs, aucun doute sur l'identité du commanditaire, la mafia. Didier Auriat. Palerme ce matin, 2 motocyclistes tirent sur la voiture de Salvo Lima. Le député italien est blessé, il tente de s'enfuir, en vain. Il est finalement abattu sur le trottoir d'une balle dans la tête tirée à bout portant. Ainsi disparaît l'une des plus grandes figures politiques italiennes, leader de la démocratie chrétienne en Sicile, proche collaborateur de l'actuel chef du gouvernement Giulio Andreotti. Salvo Lima était également député au Parlement européen, un parlement qui lui a rendu hommage aujourd'hui en observant une minute de silence. Salvo Lima était aussi l'un des hommes politiques italiens les plus controversés du pays. Même si aucune preuve n'avait jamais été retenue contre lui, son nom avait cependant été cité à plusieurs reprises dans le cadre d'enquêtes sur la mafia. Selon la police, vu la méthode utilisée, cet assassinat porte justement la marque de la mafia, une sorte d'avertissement destiné à ceux qui veulent la combattre, et ce à un moment clé de la vie politique italienne. Les prochaines élections législatives se dérouleront en effet dans un peu plus de 3 semaines. Américains et Anglais menacent d'intervenir à nouveau militairement en Irak si Bagdad ne détruit pas ses armes non conventionnelles. Les Occidentaux, comme les autres membres du Conseil de sécurité, attendaient et espéraient une promesse formelle de Tariq Aziz, qu'ils ont entendue à 2 reprises à New York, mais le bras droit de Saddam Hussein ne les a pas convaincus, semble-t-il. Joël Hazard. C'est sans illusion sur les retombées de sa plaidoirie hier en faveur d'une levée partielle de l'embargo que Tariq Aziz s'est rendu à nouveau devant le Conseil de sécurité. Aucun compromis tant que l'Irak ne se sera pas laissé totalement désarmé, ont réaffirmé les Américains. Question d'un journaliste à Tariq Aziz. Qu'avez-vous à répondre aux accusations américaines selon lesquelles l'Irak joue au chat et à la souris? Réponse, j'évoquerai toutes ces questions devant le Conseil. Le bilan dressé par le vice-premier ministre irakien sur la dureté de l'embargo à l'encontre de son peuple n'a pas ébranlé la détermination américaine. Que l'Irak accepte la résolution 706-712 qui prévoit une reprise partielle de sa production pétrolière sous contrôle de l'ONU, dira l'ambassadeur américain Thomas Pickering. Ces revenus pourront financer une aide humanitaire. Quand ils se plaignent de la situation du peuple irakien, ce sont des larmes de crocodile, a-t-il ajouté. Cet après-midi, Tariq Aziz a répété que l'Irak avait détruit toutes ses armes non conventionnelles. Il s'est dit prêt à venir tous les 2 mois à New York pour examiner les questions en suspens, mais seule une acceptation par Bagdad sans condition de toutes les résolutions pourrait permettre d'alléger les sanctions. C'est une occasion pour nous de parler un peu plus longuement de l'Irak avec nos invités ce soir. Claude Angéli, bonsoir, et Stéphanie Meignet. Vous êtes les co-auteurs d'un livre qui vient de sortir aujourd'hui, Notre allié Saddam, publié aux éditions Olivier Orban. C'est un livre qui porte sur le lobby. On peut retenir ce terme? Oui, sur le lobby français pro-irakien, pardon. Oui, c'est-à-dire sur le réseau pro-irakien en France. Alors pourquoi cette idée? Parce qu'on peut penser qu'après la guerre du Golfe, le lobby pro-irakien en France n'existe plus. Oui, disons qu'il est sans doute un peu en sommeil, mais il y a toujours eu des gens qui ont défendu une politique irakienne de la France, et depuis 20 ans. Et très longtemps. Et là, vous avez mené une enquête passionnante, très documentée sur ce lobby. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur cette enquête, Stéphanie Meignet? Vous savez que pendant la guerre du Golfe, on a beaucoup parlé de lobby pro-irakien et de son rôle. Et nous, on a eu l'idée d'essayer d'analyser son influence, de voir si vraiment il avait été très important, s'il avait joué un rôle déterminant. Et donc, on a retracé la politique irakienne de la France ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 1972, la visite de Saddam Hussein à Paris, en reconstituant des grandes décisions de politique étrangère, comme la vente du réacteur nucléaire, ou le soutien diplomatique, ou le prêt des super-étendards.
Et on s'aperçoit qu'il existe vraiment un lobby, mais qu'il n'a pas joué le rôle qu'on lui a prêté. Et c'est un lobby transcourant, qui va de la droite à la gauche. Oui, qui va de la droite à la gauche. Dans ce livre, il y a vraiment tous les hommes politiques, de droite et de gauche, puisque à partir de 1974, l'impulsion est donnée par Giscard et Chirac, mais que la guerre commence en 80 sous le septennat de Giscard, et en 81, de 81 à la fin de la guerre, c'est le septennat Mitterrand. Alors vous insistez sur la fascination qu'a exercé l'Irak jusqu'à la guerre en tout cas, sur cette classe politique française. Alors pourquoi cette fascination? Il y a quand même un mystère. C'est pas seulement l'intérêt. Si. Non, il y a eu une politique mercantile, bien entendu. Il y a eu des ventes d'armes sophistiquées, et pendant la guerre, c'est fabuleux ce qu'on a pu leur vendre. On cite les meilleures armes françaises qui ont été vendues à l'Irak dans ce livre. Cela veut dire que le lobby, c'est essentiellement, ou ce sont essentiellement... Non, pas essentiellement. Les marchands d'armes? Non, non, pas essentiellement. Mais vous aviez une justification politique. C'est-à-dire que la peur des intégristes iraniens, la peur d'une déstabilisation de la région, la peur d'une déstabilisation jusqu'au Maghreb, a fait que l'Occident était d'accord avec la politique française, les Arabes, sauf la Syrie, étaient d'accord avec la politique française, et que nous étions comme une avant-garde. Alors ce lobby a subi en quelque sorte une défaite avec la guerre du Golfe, puisqu'il n'a pas pu l'empêcher, en tout cas en France, mais on a comme le sentiment qu'il agit à nouveau, non? C'est pas... Disons qu'il y a peut-être des gens qui encore souhaitent qu'on raccorde un peu... Bon, on l'a vu là tout récemment avec les pétroliers LF Total qui renouent un dialogue. Donc il y a à nouveau des contacts. Alors ça paraît curieux. On fait la guerre contre l'Irak au nom des droits de l'homme. On détruit le pays et quoi, on va le réarmer? Non. On va le réaider? Non. Et là, de toute façon, rien ne peut se faire tant qu'il y a l'embargo. Et il est logique que des compagnies françaises essaient de se placer en Irak pour le jour où l'Irak revient dans la communauté internationale. En fait, pour revenir à l'idée de lobby, un lobby n'a un rôle déterminant que si le pouvoir politique est à convaincre. Et pendant la période qu'on a étudiée dans notre livre, les majorités de droite et de gauche n'ont pas eu besoin d'être poussées pour mener une politique. Alors aujourd'hui, puisque vous les avez longuement interrogés, vous devez avoir quand même un sentiment. Dans quel état d'esprit sont-ils, ces hommes politiques français? Est-ce qu'ils sont prêts à coopérer à nouveau avec l'Irak? Non. Ils sont en retrait. On a vu 150 personnes environ, si vous voulez, du président de la République aux généraux, aux diplomates, aux hommes de cabinet et autres. Et c'est vrai que certains étaient tout à fait gênés de la politique qu'ils avaient menée. Personne n'en était tout à fait fier, parce qu'on a fait quand même de Saddam Hussein un espèce d'homme important, imposant, déterminant dans cette région grâce aux armes qu'on lui avait fournies. J'ai évoqué tout à l'heure l'éventualité d'une intervention militaire anglo-américaine. Est-ce qu'à votre avis, les Français s'y associeraient ou pas? Quelle est votre intuition? Ça, vous savez, c'est du moi je pense que... Et moi je sais, c'est pas le style du Canard enchaîné. C'est pas le style. Merci Claude Angeli, merci Stéphanie Meunier pour Notre allié Saddam aux éditions Olivier Orban. Nous avons longuement hésité avant de décider de diffuser l'information suivante. Nous avons hésité à cause de l'horreur que l'événement inspire. En Argentine, à 100 km à peine de Buenos Aires, des milliers de handicapés ont servi de cobayes dans une clinique. Les responsables de l'établissement se livraient à un trafic d'organes, de sang et de bébés. Robert Papin. Au lieu de recevoir des soins, ces malades mentaux ont vécu l'horreur pendant plus de 15 ans. Depuis 1976, des milliers d'entre eux ont été entre les mains d'un véritable tortionnaire, le docteur Sanchez, directeur de la clinique qui s'est livré ici aux pires atrocités. À commencer par le trafic d'organes. Cet accordéoniste, comme des centaines d'autres malades, a eu les yeux arrachés pour en vendre la cornée. Autre trafic, celui de bébés. La direction avait interdit toute forme de contraception. Certains employés étaient chargés de revendre les enfants à leur naissance. Ici, plus d'1 millier de personnes sont portées disparues. Vraisemblablement dans cet étang, derrière la clinique, il pourrait être un charnier. L'enquête se poursuit. La clinique de l'horreur n'a pas encore fini de révéler ces atrocités. Opération spectaculaire des policiers dans le Midi. Ils ont arrêté une vingtaine de personnes soupçonnées de racket et de trafic en tout genre. Soupçonnées également pour certaines d'entre elles d'avoir attaqué en mars 90 à Marseille le fourgon Sécuripost. 2 convoyeurs avaient été abattus. Béatrice Nivois. Ce coup de filet spectaculaire, 20 personnes en garde à vue, intervient 2 ans après l'attaque sanglante d'un fourgon en plein Marseille. Un commando avait tué 2 convoyeurs pour s'emparer de 3,5 millions de francs. Explosifs et armes de poing avaient été utilisés.
Sur place, les enquêteurs avaient prélevé des taches de sang appartenant à l'un des malfaiteurs. C'est pourquoi, dès leurs arrestations hier matin, les interpellés ont dû se soumettre à une prise de sang. Le résultat des analyses permettrait d'établir un lien entre eux et les auteurs du braquage. Cette rafle dans les milieux toulonnais et marseillais a permis en tout cas de démanteler une bande prudente qui avait un train de vie presque normal. Pourtant, certains pourraient être impliqués dans une série d'attentats à l'explosif contre des boîtes de nuit ou encore un règlement de compte. Toujours gardés à vue, ces malfaiteurs sont connus de la police et n'ont pour l'instant pas parlé. Les nombreux policiers qui ont opéré dans cette affaire misent maintenant sur le travail de leurs collègues de la financière. De nombreux placements d'argent de provenance douteuse leur avaient mis la puce à l'oreille. Les routiers sont grognons, du moins ceux qui se trouvent bloqués à la frontière franco-espagnole des Pyrénées-Atlantiques, bloqués à cause de la grève des transitaires en douane. Perrine Durando, Philippe Rive. Le ton monte chez les routiers qui en ont visiblement assez d'être les otages d'une grève qui ne les concerne pas. Des centaines de camions bloqués en double file sur près de 10 km sur l'autoroute A63 depuis le péage de Birietou à la frontière jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, c'est le résultat de 3 jours de grève menés par les employés transitaires espagnols. Ce matin, alors que l'on pensait que la situation se débloquerait un petit peu, les Espagnols entamaient une grève du zèle et leurs homologues français à Hendaye poursuivaient leur grève qui avait, elle, commencé la veille à 16 h. Après une réunion ce matin entre transitaires hendaillais et le sous-préfet de Bayonne, les grévistes n'ont pas changé d'un pouce. Ils font pression pour accélérer le processus de négociation. En grève jusqu'à demain matin 8 h, ils décideront à ce moment-là de la poursuite ou non de leur mouvement. En attendant, la frontière risque fort d'être engorgée jusqu'à lundi matin. Et en Corse, des affrontements se sont produits entre les CRS et les maraîchers au sud de Bastia. Des maraîchers mécontents des indemnités versées à la suite des pertes dues à la grève des transporteurs routiers. Les incidents ont été assez violents, vous le constatez vous-même, jusqu'en fin d'après-midi, jusque vers 17h30. Il y aurait plusieurs blessés et plusieurs interpellations. Les frères Karamazov, la chatte sur un toit brûlant, les professionnels, la chevauchée sauvage de Fever. Leur auteur, vous le connaissez, Richard Brooks. Il est mort à l'âge de 80 ans. Hommage, Michel Vial. La chatte sur un toit brûlant avec Elizabeth Taylor et Paul Newman en 1958. C'était lui, de même que Graines de violence en 1955, Elmer Gantry en 1960 et Lord Jim en 1965. Les 4 sont devenus des classiques parce que ce sont de vrais films d'auteur. Mais Richard Brooks était aussi un scénariste, celui de Kay Largo, de John Huston entre autres. Et au fond, avant tout, un intellectuel venu du journalisme, de la radio et de la littérature. Son œuvre, qui illustre à la fois les aspirations et la rigueur d'une certaine Amérique puritaine et moralisatrice, dénonce tour à tour les vices de la société américaine, le racisme dans La Dernière Chasse, les sectes dans Elmer Gantry, la peine de mort dans 200 froids, le système éducatif dans Graines de violence ou la liberté des mœurs dans Mr. Goodbar, ici avec Diane Keaton et Richard Gere. Même si le propos peut paraître ennuyeux et le ton manichéen, la mise en scène sublime l'ensemble, tantôt baroque, glacée ou somptueuse, comme dans le western où Richard Brooks donne toute la mesure de son talent, celui d'un brillant créateur et d'un auteur complet. Dans 30 secondes, il sera 20 h. Michel Touré vous parlera du temps, du week-end, de demain et du week-end. Et Marc Cotteman vous donnera d'autres informations à 22 h 26. Bonne soirée, à demain 19 h. Bonsoir.